La dernière nouvelle, c'est l'attaque israélienne contre South Pass. Il s'agit d'une raffinerie qu'ils appellent la raffinerie d'Assalouillet, et ils ont attaqué plusieurs phases, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. Axis a rapporté qu'ils avaient coordonné l'attaque avec les États-Unis au préalable. Alors, que voyons-nous dans ce conflit, dans cette guerre qui se déroule et semble d'une certaine manière s'intensifier au-delà? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de raffineries de pétrole. On peut voir des usines de dessalement. On peut voir toutes ces infrastructures, parmi les plus importantes pour la survie humaine, pas seulement pour le confort de vie. Comment voyez-vous l'escalade de cette guerre? Les Iraniens, tout d'abord, il faut comprendre qu'ils ont été très clairs sur les conséquences de certaines actions. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas bluffé. C'est une condamnation à mort pour le pétrole saoudien, pour le pétrole des Émirats arabes unis, du Koweït, de Bahreïn, pour tout pays ayant joué un rôle dans cette affaire. On peut dire qu'il s'agissait d'une attaque israélienne, mais elle a été, comme vous l'avez dit, coordonnée avec les États-Unis. Les États-Unis sont au minimum coupables et complices. Ainsi, toutes les nations arabes du Golfe qui ont participé à cela vont en payer un prix extraordinaire. Peut-être que les Iraniens prendront un pays, pour exemple, puis diront aux autres « Vous devez faire cesser cela, sinon nous détruirons tout. Lors de la prochaine attaque, nous détruirons tout. » Mais celle-ci, l'Arabie saoudite, je suis désolé, vous nous avez menti. Vous avez laissé entrer des avions américains ici. Ils doivent effacer la production énergétique saoudienne. S'ils ne le font pas, alors leur propre énergie ne sera pas effacée. Et c'est l'objectif d'Israël. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle cette décision a été prise, c'est que c'est la preuve évidente qu'Israël et les États-Unis savent désormais que le changement de régime est impossible, que le gouvernement iranien va survivre à ce conflit. Ce qu'ils font maintenant, c'est s'assurer que le gouvernement iranien et ceux qui l'administrent seront plongés dans la pauvreté. Ils cherchent à infliger des dommages permanents et durables à la capacité de l'Iran à produire du gaz, du pétrole et de l'énergie, ainsi qu'à tirer des revenus de cette production. Et l'Iran a déclaré que nous ne serions pas la seule nation à sombrer de cette manière. Je pense donc que c'est le début de l'une des plus grandes erreurs. Mais encore une fois, ce que nous voyons maintenant, c'est qu'Israël crée les conditions d'une catastrophe mondiale. Quand le monde va-t-il se rendre compte que la plus grande menace pour l'ensemble de la planète, c'est Israël? Israël vient de faire quelque chose, parce que c'est une nation si pitoyable, qui aura des répercussions à l'échelle mondiale. La Chine sera touchée par cela. L'Inde sera touchée par cela. Car ce n'est pas seulement l'énergie iranienne qui est attaquée, c'est l'énergie régionale. Tout est lié. C'est donc une évolution très mauvaise, très dangereuse, très inquiétante. Vous savez, l'Iran a lancé un avertissement urgent à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Plusieurs sites, vous savez Jubail, ce qu'ils appellent le complexe de Jubail, la raffinerie de Samref, et aux Émirats, le champ gazier d'Al-Hassan. Avec le Qatar, il y a là-bas un complexe Massaï affilié à Chevron. Donc 2 sites au Qatar, 2 en Arabie saoudite et 1 aux Émirats arabes unis. Et ils ont dit qu'ils allaient frapper et que toute personne devrait quitter la région. Ils devraient le faire. Je veux dire, c'est une question de conséquences, cause et effet. Et je suis en fait content que l'Iran s'apprête à le faire. Et j'espère qu'ils les frapperont durement. J'espère qu'à la fin, ce ne sera pas juste symbolique. Faire exploser quelques installations pour obtenir de jolies photos de flammes. Ils doivent anéantir la capacité de production d'énergie de toutes ces installations, car ensuite, ils devront dire « Voilà ce que nous ferons à tout le reste si cela se reproduit ».
Ce n'est pas, vous savez, œil pour œil. Vous ne pouvez pas détruire un de nos sites et nous en détruire un des vôtres. Nous allons démanteler tout le système, bon sang. Et ils doivent le prouver maintenant. Infliger un maximum de dégâts à ces installations. Les rayer de la surface de la Terre, car c'est la seule façon de réveiller les gens. C'est la seule façon. Mon essence est passée de 3,11 $ il y a 2 lundis à 3,79 aujourd'hui, et je parie qu'elle sera à 3,85 avant la fin de la journée. Je me souviens que la dernière fois que j'ai vécu ça, j'allais voir la station-service changer le prix au cours de la journée, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est la seule façon de réveiller le peuple américain, le peuple européen, les peuples du monde, en touchant à leur portefeuille. Parce qu'ils ne se soucient pas des Iraniens. Personne ne se soucie du fait que, pour tuer Ali Larijani et son fils, ils ont rasé tout un pâté de maisons. C'est un crime de guerre. C'est littéralement la définition d'un crime de guerre. C'est ce que les nazis ont fait. Et pourtant, ils l'ont fait. Et nous, on s'en vante en disant « Oui, c'est une bonne chose ». Très bien, mais tu n'impressionneras personne. Bon sang, nous avons bombardé une école, frappé 2 fois la même école et tué 175 filles. Personne ne s'en soucie. Voilà à quel point nous sommes répugnants en tant qu'êtres humains. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Très bien, Iran. Maintenant, il est temps d'appuyer sur les boutons pour nous forcer à nous soucier de nous-mêmes. Ramener la douleur chez nous. Tu n'as clairement pas touché nos cœurs, car nous avons des cœurs de pierre. Aucune larme versée pour ces filles. Aucune larme versée pour la centaine de personnes mortes. Alors tu peux dire que tu as tué Ali Larijani, sans reconnaître que le tuer ne change absolument rien, que l'institution existe toujours, qu'il y a des gens pour le remplacer, et qu'il devient simplement un martyr, motivant ceux qui prendront sa place. Détruis les champs pétrolifères. Il est temps pour l'Iran d'appuyer sur l'accélérateur et de détruire ces fichus champs pétrolifères. L'autre chose que je ferais si j'étais l'Iran, ce serait de dire aux nations qui font passer des pétroliers par le détroit d'Ormuz, plus de pétroliers, une fermeture complète du détroit d'Ormuz. Nous allons faire mal, et il est temps de faire mal. Et si l'Inde s'en va, nous n'avons rien fait. Vous dites, oui, Inde, tu l'as fait. Tu n'as foutu absolument rien. Tu n'as rien fait pour arrêter ça. Tu entretiens encore de bonnes relations. Tu continues à parler à Israël comme s'ils étaient tes frères. Ce n'est pas le cas. Ce sont les gens qui nous tuent chaque jour de la semaine. Et tu veux qu'on fasse des affaires avec toi. Il est temps que l'Iran joue cette carte. Et ils doivent dire aux Russes et aux Chinois qu'il est temps pour eux aussi de hausser leur niveau de jeu, car ça va avoir un impact désastreux, surtout sur la Chine. La Chine regarde son avenir en ce moment. Il va y avoir un gros contretemps, car même si elle commence à acheter de l'énergie à la Russie, elle n'a pas la capacité de transit nécessaire pour acheminer toute cette énergie là-bas. Et l'Iran doit dire « Désolé, mon frère. Je sais qu'on te fait un peu mal, mais bon, Pete Hegseth a dit qu'il y a 1 millier d'endroits en Iran qui explosent chaque jour. Que fais-tu pour empêcher ça? Rien. Donc tu dois en faire plus. Sinon, si nous sombrons, toi aussi. Mais ils doivent faire sentir la douleur. L'autre chose, c'est qu'en fermant le détroit d'Ormuz, on met définitivement fin à l'idée que les États-Unis sont responsables. En ce moment, avec le trafic limité, les États-Unis prétendent « C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons poussé les Iraniens à dire « Bon, autant laisser passer un peu de trafic, puisque l'Amérique est juste là à nous menacer. » Non, non. Ce que l'Iran a fait, c'est prouver qu'il contrôle la situation. Seul l'Iran décide de ce qui passe par le détroit d'Ormuz. Et en ce moment, les Iraniens doivent décider que rien ne passe par le détroit d'Ormuz.
Rien. Scott, l'Arabie saoudite et tous ces États arabes sont dans une sorte de panique. L'Arabie saoudite, tu sais, accueille aujourd'hui à Riyad une réunion des ministres des Affaires étrangères. Un diplomate turc a rapporté qu'il rassemblait l'Azerbaïdjan, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan, le Qatar, la Syrie et la Turquie, ainsi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nous savons que l'Azerbaïdjan est très important pour Israël. Je ne sais pas si l'Iran ferait quelque chose dans ce sens, ou si tous ces pays réunis prendraient une initiative de ce type. Comment vois-tu les capacités de ces pays? Pour faire quoi? Je veux dire, tu sais, le truc, c'est que, alors que l'Arabie saoudite accueille cette réunion, elle va perdre un champ pétrolifère. Ça fait quoi, Arabie saoudite? Et pendant que les Émirats arabes unis envoient leurs représentants, ils vont perdre un champ pétrolifère. Le Qatar va perdre un champ de gaz naturel. Tu vois, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se réunir et dire quoi? Qu'ils vont menacer l'Iran. Et mec, ils perdent déjà 1000 points sur la carte chaque jour, se faisant exploser par l'Amérique. Tu vas amener ton armée pathétiquement petite et en faire 1020? Tu penses que les 20 cibles supplémentaires que tu peux frapper par jour vont changer la situation? Je veux dire, c'est la triste réalité de ces nations arabes. Elles ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Les États-Unis et Israël tirent les ficelles. Et maintenant, ils vont se rassembler pour faire quoi? S'ils ne s'unissent pas pour dire la seule chose qu'il faut dire, Amérique, sors de notre voisinage, pars, c'est fini. Nous en avons fini avec toi. Tu nous as menti, tu nous as trahis, tu nous as piégés. Tout cela, c'est à cause de toi et d'Israël. Arrête ou regarde autour de toi. Compte les corps, compte les avions. Nous viendrons et nous t'effacerons de la planète. Il est temps que les nations se lèvent et disent simplement à Israël qu'elle lui rappelle à quel point il est petit, pathétique et insignifiant. Tu sais, Israël en ce moment déverse sa colère sur l'Iran. Ils font exploser quelques endroits au sol, mais ils ne changent rien. Les missiles continuent d'arriver et de frapper Israël chaque jour. Le Hezbollah massacre les troupes israéliennes dans le sud du Liban. Je veux dire, allez-y, Israël, mobilisez 450 000 hommes. Ils mourront tous aussi. Le Hezbollah est meilleur que vous dans ce domaine. Vous êtes sur leur terrain et ils vous massacreront. Et vous ne voulez pas vous battre. C'est ça, l'autre problème. Les Israéliens ne croient plus en cette mission. Ils n'y croient que lorsqu'elle est sans douleur. Ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de souffrances liées à tout cela. Ils doivent donc exercer la pression aux bons endroits. Ils doivent faire pression sur les États-Unis et sur Israël. S'ils essayent de faire pression sur l'Iran, qu'est-ce que l'Iran en a à faire? Je veux dire, que comptez-vous faire? Tuer le prochain Larijani. Tuer le président. Je suis sûr que le président s'en soucie. Je ne pense pas qu'il veuille mourir. Mais l'Iran s'en moque complètement. Ils ont des institutions. Il s'agit ici de combattre une nation, pas des individus. La plupart des personnes qui se rassemblent là-bas, ce sont des familles, des monarchies, pas des nations. La majorité d'entre eux sont des chefs de famille qui dirigent des pays, mais ils ne font pas partie de la nation. La nation n'a pas voté pour eux. Ce sont des individus corrompus qui ont dépouillé leur propre peuple pour s'enrichir. Alors, quand ils se réunissent pour parler, ils ne parlent pas au nom de leur peuple. Ils parlent au nom de leurs propres intérêts égoïstes. Il n'y a que quelques nations pour lesquelles on peut réellement dire que le dirigeant parle au nom du pays. Je veux dire, Erdogan, je pense, parle pour la nation turque. Mais Jolani, pour qui parle-t-il? Qui va-t-il envoyer un autre coupeur de tête? Aucun des États arabes du Golfe n'est démocratique. Aucun. Ils sont tous autocratiques, corrompus, moralement corrompus, et, vous savez, économiquement corrompus, des individus. Le monde se porterait mieux s'il n'existait pas.
Et peut-être qu'une des conséquences de cette guerre sera l'effacement de ces familles corrompues mises en place par les Britanniques. Aucun d'eux ne l'a mérité. Ils ne l'ont pas construit. Ils sont simplement venus et l'ont pris. Bonjour, nous avons découvert ce grand pays et nous allons diriger en étant intellectuellement solides et moralement justes et nous allons construire des choses. Ils sont arrivés et ont tranché des têtes et un jour un chameau est sorti et a uriné dans le désert et du pétrole est apparu. Ils ont dit « Oh, ce n'est pas très bon au goût. Pourquoi ne pas engager un étranger intelligent ?» Et voilà que les Britanniques et les Américains arrivent, disant « C'est du pétrole. Que devons-nous faire? Absolument rien. Vous restez là, sur votre chameau, dans votre tente, fumez votre pipe, et nous, on le sortira du sol, on vous jettera un peu d'argent, et ensuite on le prendra. » Et c'est ainsi que tout cela s'est développé. Ces types n'ont rien fait. Rien, à part couper quelques têtes. D'autres personnes ont développé l'industrie. Maintenant, ils l'ont héritée, et ils disposent d'une structure qui leur permet de récolter tout l'argent. Mais demandez aux Émirats arabes unis, quel est le pourcentage d'Émiriens dans leur armée? 85% de l'armée émiratie sont des mercenaires, principalement pakistanais. Ils ne savent pas se battre. Quand ils construisent un bâtiment, est-ce que les hommes émiriens sont là, manches retroussées, à prendre des coups de soleil, à faire la construction? Bien sûr que non. Ils sont dans des bureaux climatisés, gras, en train de fumer et de dépenser l'argent du pétrole. D'autres viennent faire le travail à leur place. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce ne sont pas de bonnes nations. Ils ne défendent rien qui en vaille la peine. Ils se cachent derrière une façade d'intellectualisme. Nous avons construit le nouveau Louvre au Moyen-Orient. Tu sais, les Émirats arabes unis ont bâti cette imitation du Louvre. Que va-t-il se passer quand tous vos champs pétrolifères seront détruits, que vous n'aurez plus d'argent et que plus personne ne viendra sur votre stupide bout de désert? Vous n'aurez plus d'eau, car les usines de dessalement seront détruites et ce bâtiment sera vide. Personne n'ira visiter le Burj, ou peu importe, tu sais, celui duquel Tom Cruise a sauté ou qu'il a escaladé. Ce sera vide. Oui, tu sais, ces petites îles en forme de palmier que vous avez faites pour qu'on puisse les voir depuis le ciel, en les regardant d'en haut. Tout cela va s'éroder, car personne ne l'entretiendra. Et c'est exactement ce qui va arriver à tous ces petits faux pays désertiques. Parce que lorsqu'ils perdront leur énergie, ils perdront tout. Ils n'ont rien. Rien du tout. Dubaï avait une industrie bancaire. C'est fini. Tu crois que les expatriés vont rester à Dubaï maintenant que la situation a été exposée telle qu'elle est? Non. Ils ont besoin de stabilité à long terme. Et ces nations arabes du Golfe ne peuvent plus la garantir. Donc, c'est terminé pour elles. Ce que tu vois en ce moment à Riyad, c'est une réunion paniquée. C'est mis. Scott, tu as mentionné le dessalement. Penses-tu que nous nous dirigeons vers des attaques contre les usines de dessalement? Parce que ça pourrait être une énorme catastrophe pour toute la région. L'Iran ne souffrirait pas de cela si l'escalade prenait cette direction. Mais nous savons que les États arabes, ainsi qu'Israël, Israël dépend du dessalement pour plus de 75% de son eau. C'est l'une des dernières étapes parce que là, on parle de l'effacement d'une nation. Sans eau, on n'a rien. Il n'y a pas de plan B pour l'eau. Il n'y a pas de plan B pour l'eau. Donc c'est l'étape suivante. Et je crois qu'au bout du compte, si ces nations ne cessent pas de faire ce qu'elles font à l'Iran, l'Iran les effacera en tant que nation civilisée en détruisant leurs usines de dessalement. Si j'étais les Iraniens, je détruirais dès maintenant les usines de dessalement israéliennes. Tout de suite. Mettre fin à Israël maintenant. En finir. Les détruire. En finir.
Israël a peut-être un plan B. Ils pourraient peut-être importer de l'eau, parce que personne ne laissera mourir les Juifs. Donc ils feront venir de l'eau et tout ça. Très bien. Mais ce sera leur vie désormais. Des sources d'eau étrangères, des navires-citernes accostant pour le peuple israélien, faisant la queue pour, comme les Gazaouis, pomper de l'eau dans leurs récipients à ramener chez eux, et tout ça. Bien, que ce soit l'avenir d'Israël, plus d'eau courante dans les canalisations. Faites exploser les usines de dessalement et éliminez-les. Et le Hezbollah, allez-y, prenez les fermes de Sheba et coupez la source du Jourdain. Coupez tout. Terminez-en. Rendez la mer morte vraiment morte. Refaites Israël. Vous savez, Israël doit cesser d'exister. C'est littéralement le cancer de la planète. Et l'Iran pourrait le faire en faisant exploser les usines de dessalement. Je pense qu'ils voudront peut-être donner une autre chance aux États arabes du Golfe, mais à un moment donné qu'ils en choisissent au moins un. Moi, je choisirais les Émirats arabes unis parce que je les déteste. Effacez-les. Faites exploser toutes leurs usines de dessalement et faites disparaître le pays. Tous les expatriés partiront, tous les étrangers partiront, et alors ces Bédouins des Émirats, ils devront rester là et faire quoi? Faire quoi? Boire du pétrole. Bonne chance. Vous savez, ils le méritent. Et j'espère que ce qu'ils se disent à Riyad, c'est « on est fichu, on est fichu, on fonce droit vers l'apocalypse ». Et encore une fois, quand ils parlent d'apocalypse, ils ne se soucient pas de leur peuple. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur famille, à la monarchie. J'ai vraiment pris plaisir à lire ce qui est arrivé aux Hachémites en Irak. Je laisserai les gens chercher sur Google pour comprendre ce que je veux dire. Mais je ne le pense pas vraiment, car personne ne veut voir des familles massacrées et traînées dans les rues. Mais vous savez, quand on confie le pouvoir à des familles qui n'ont absolument aucune légitimité et qu'elles sont aussi corrompues, peut-être qu'elles ont besoin de la solution hachémite, version Bagdad, qui pourrait devenir la solution hachémite, version Amman. Ce serait bien. Cela pourrait être la solution à Bahreïn. Tu veux vraiment que Khalifa reste là-bas? Ce gros bon à rien? Je veux dire, il est tellement corrompu, tellement méprisable. Toute la famille est méprisable. Ils étaient une blague quand nous étions là-bas comme inspecteurs des armements. Je pourrais te raconter des histoires à te faire dresser les cheveux sur la tête. Va parler aux hôtesses de l'air de Gulf Air. Toutes les hôtesses de Gulf Air qui ont passé du temps sur la plage du Sheikh et qui ont été recrutées pour aller faire ces petites affaires. Tu vois de quoi je parle, les hôtesses de Gulf Air, parce que vous les avez faites. Pourquoi ne commencez-vous pas à dire aux gens ce qui s'est vraiment passé, à quel point ces gens sont méprisables? Méprisables. Et pourtant, ils gouvernent. Et on les traite comme s'ils étaient quelqu'un d'important. Ils ne sont personne. Ils sont stupides, ignorants, corrompus et moralement déficients. Et pourtant, ils sont là, en direct, gagnent tout cet argent, et tout le monde se précipite vers eux en les traitant comme des dieux parce qu'ils font de l'argent. Eh bien, ils n'en feront plus si l'Iran efface leur énergie, et alors le monde verra ces gens pour ce qu'ils sont, des perdants pathétiques. J'en ai assez, parce que c'est de leur faute. Les gens me disent, « Scott, qu'est-ce que tu as contre les nations arabes du Golfe? » Tout. J'ai tout contre vous, parce que c'est vous le responsable. C'est vous qui avez provoqué cela. Vous avez permis aux États-Unis d'intervenir et de créer une division entre sunnites et chiites. Ce n'est pas la faute de l'Iran, c'est la vôtre. Vous avez tous adhéré à ce jeu et vous avez laissé l'armée américaine s'installer. Et ensuite, vous avez enrichi l'industrie de la défense américaine. Regardez-moi ça, de la corruption pure et simple. Souvenez-vous du premier mandat de Donald Trump, quand il est allé faire cette ridicule danse du sabre avec les Saoudiens. De la corruption pure et simple. Il a dit « Nous allons acheter plus d'armes américaines », comme si c'était cela qui rendait une relation solide.
Alors, l'Arabie saoudite, comment fonctionnent ces armes en ce moment? Vous vous sentez en sécurité avec toutes ces armes que vous avez achetées? Émirats arabes unis, est-ce que votre système de défense antimissile marche vraiment? Je veux dire, vous pouvez afficher tous vos chiffres bidons. Oh, 400 missiles ont été tirés sur nous et nous en avons abattu 287. Ah oui, combien d'intercepteurs avez-vous utilisés pour les abattre? Et combien vous en reste-t-il? Que va-t-il se passer demain quand vous ne pourrez plus défendre votre pays parce que les États-Unis refusent de vous fournir davantage d'intercepteurs, puisque nous avons envoyé tous ceux retirés de Corée du Sud en Israël? C'est le rôle joué par les nations arabes du Golfe dans la réalisation de tout cela. Ce sont elles qui en sont responsables. C'est pourquoi je ne verse aucune larme pour elles. Je ne pleurerai jamais pour Israël. Quand Israël sera effacé de la planète, je me réjouirai, car Israël est un cancer. Mais, aux côtés des Israéliens en tant qu'entité cancéreuse, se trouvent toutes les familles royales de la région du Golfe arabe. Aucune d'entre elles n'est arrivée là de manière légitime. Elles ont toutes été placées là par les Britanniques, puis soutenues par les Américains, et elles vivent de l'argent qu'elles tirent du sol. Elles ne l'ont pas gagné. C'est un cadeau qu'on leur a fait. Et il n'y en a pas beaucoup parmi elles qui dépensent cet argent avec sagesse. Et vous savez, encore une fois, malheureusement pour les gens de bonne volonté, vous payez le prix de la corruption de vos dirigeants. Tout le monde traite MBS comme s'il était une sorte de type bien. Vous savez pourtant que c'est un être humain répugnant. Il n'y a rien de bon chez cet homme. Il représente le pire de la société saoudienne. Les excès de l'Arabie saoudite sont incarnés en lui. Il n'a aucune boussole morale. Demandez simplement à la famille de Khashoggi. MBS l'a fait découper, littéralement. C'est ce qu'il fait. Et pourtant, nous courons partout, nous lui serrons la main, nous nous prosternons devant lui. Joe Biden s'y est littéralement prosterné. Joe, tu aurais dû bombarder l'Arabie saoudite. C'est ce pays-là qu'il fallait bombarder, pas l'Iran. Nous aurions dû tourner nos armes vers l'Arabie saoudite et éliminer ce régime corrompu, le remplacer par une société démocratiquement élue qui représente la véritable volonté du peuple. Sauf que, bon, les chiites pourraient alors voter. Bref, j'en ai assez dit sur ces types. Mais à ce sujet, notre ami commun Larry Johnson a rapporté l'autre jour que les Israéliens manquent d'intercepteurs pour le système THAAD et le système Patriot. Et nous voyons comment le Hezbollah parvient à frapper des cibles en Israël. En même temps, Israël parle d'une invasion terrestre du Liban en mobilisant 540 000 soldats. Mais en ce qui concerne les capacités défensives d'Israël, cela fait-il partie du calcul? Est-ce pris en compte par Donald Trump avec les Israéliens? Et comment cela va-t-il fonctionner pour Israël? Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles Israël s'est senti en confiance pour frapper l'Iran à ce moment-là, c'est qu'il s'était convaincu d'avoir écarté le Hezbollah de l'équation. Les Israéliens ont toujours compris que le Hezbollah était comme un pistolet chargé pointé sur la tête d'Israël. Que si l'on s'en prenait à l'Iran, boum, le pistolet se déclenchait. Alors, ils ont visé les cadres intermédiaires du Hezbollah, arraché beaucoup de mains, aveuglé des gens. Ils ont tué Hassan Nasrallah et ont travaillé avec les États-Unis pour amener le gouvernement libanais à calmer le Hezbollah. Ils se sont débarrassés de la Syrie, ce qui a rendu la ligne de vie entre le Hezbollah et l'Iran problématique. Et ainsi, le Hezbollah est entré dans une phase silencieuse, comme un mode veille. Mais ne vous laissez pas endormir. Je veux dire, vous savez, c'est comme moi en train de regarder cet ordinateur. Je donne une analogie affreuse, mais je l'invente au fur et à mesure. Donc peut-être
qu'elle finira par fonctionner. Vous savez, j'ai cet écran d'ordinateur. L'écran ne fait rien. Je veux dire, ce n'est qu'un écran. Je le regarde, je bouge ma souris, et je crois que c'est l'ordinateur, mais ce n'est pas le cas. L'ordinateur est juste là, à côté. C'est lui qui fait tout le travail. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a amené tout le monde à mettre l'écran en veille. Maintenant, ils disent, voilà, nous avons résolu le problème du Hezbollah. Regardez l'écran. Vide, rien dessus. Pas de souris qui bouge, pas de curseur, impossible de cliquer sur quoi que ce soit. Mais l'ordinateur est juste là, et si vous le secouez, l'écran se rallume. Israël croyait avoir réprimé le Hezbollah, que le Hezbollah était affaibli et qu'il pouvait utiliser le gouvernement et l'armée libanais comme moyen de le contenir. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé lorsque le gouvernement libanais, le Premier ministre et le président a ordonné à l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah. Quelle a été la réponse de l'armée libanaise? Certainement pas. On ne touche pas à ça, parce qu'ils connaissent la vérité. L'écran peut être éteint, mais l'ordinateur fonctionne toujours. Et quand l'ordinateur se rallume, il se rallume avec une vengeance. Le Hezbollah effacerait l'armée libanaise de la surface de la terre. L'armée libanaise est incapable de mener un combat significatif, car elle n'y est pas formée. Ils ont tous fière allure dans leurs uniformes. Je suis sûr qu'ils font beaucoup de pompes, parce que lorsqu'ils retroussent leurs manches, ils ont des biceps impressionnants. Et vous savez, ils ont ce torse bien dessiné qui s'affine vers le bas. Les soldats libanais ont vraiment fière allure en uniforme. Vraiment. Ce sont des types plutôt séduisants, avec leurs bérets et leurs coupes de cheveux. Le Hezbollah les aurait tous tués, parce que le Hezbollah est sacrément bon au combat. Et ils sont toujours là. Le Hezbollah, tu sais, a dû faire quelques, cosmétiques, modifications cosmétiques. Ils se sont un peu retirés du sud, mais tous les tunnels sont encore là. Israël a fait exploser quelques dépôts de missiles et ils ont pris le contrôle d'une installation de production de missiles en Syrie et l'ont détruite. Et waouh, les Israéliens sont vraiment doués. Mais le Hezbollah n'est pas stupide. Encore une fois, le Hezbollah, c'est comme l'Iran. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont conservé d'importantes ressources. Israël s'est trompé en croyant que le Hezbollah avait disparu de la carte. Et maintenant, le Hezbollah est de retour, et l'Iran a éliminé la majeure partie de la capacité d'Israël à se défendre. Alors maintenant, le Hezbollah fait exploser Haïfa, le Hezbollah fait exploser Tel Aviv. C'est quelque chose d'incroyable. Et maintenant, les Israéliens vont envoyer 500 000 soldats dans le sud du Liban. Je veux simplement que les gens réfléchissent à cela un instant, car peut-être que vous ne connaissez pas bien le domaine militaire. L'une des choses que nous faisions toujours dans l'armée avant d'entreprendre quoi que ce soit, entraînement, guerre, c'est ce qu'on appelle la préparation du champ de bataille par le renseignement, ou IPB. Et l'une des choses que l'on fait, c'est d'examiner le terrain et de voir ce qu'il nous indique, car le terrain va vous dire 2 ou 3 choses. Où vous pouvez aller et où vous ne pouvez pas aller. Alors, nous faisons des superpositions de zones autorisées et interdites, et soudain, on se retrouve limité à des couloirs très restreints. Il faut ensuite examiner quelles caractéristiques du terrain peuvent dominer ces couloirs. Car à mesure que les couloirs avancent, celui qui contrôle ce terrain-là peut bloquer le couloir, pas seulement ici, mais plus haut. Ainsi, la bataille commence à se définir d'elle-même. On peut immédiatement identifier le terrain clé, les principales lignes de communication, et déjà façonner la bataille, ce dont nous allons avoir besoin, ce que l'ennemi devra faire, tout ce genre de choses. Si vous essayez d'entasser 500 000 soldats israéliens sur le champ de bataille qu'est le sud du Liban, vous n'obtiendrez que des chars bloqués, ou bien des hommes sur une colline qui ne feront qu'offrir plus de cibles.
Une colline ne devrait probablement être prise que par un peloton déployé en ligne pendant qu'il la balaie. De cette façon, si le Hezbollah ouvre le feu, il pourrait éliminer une équipe de tir. Mais le reste des hommes pourrait riposter, faire appel à l'artillerie, renforcer avec un autre peloton et avancer. Mais si vous arrivez et déployez une compagnie en ligne, vous allez perdre la compagnie immédiatement. Tout ce que vous faites, c'est créer plus de cibles, plus de chars, plus de concentration de troupes. Où vont aller ces 500 000 soldats lorsqu'ils se retrouveront pris dans un embouteillage? Parce que c'est ce qui va se passer. Ils commenceront à se faufiler vers un village anonyme sur une colline du sud du Liban, ils y entreront, et le Hezbollah surgira et bam, les frappera. Et maintenant, ils seront pris dans un échange de tirs. Ils auront des Israéliens blessés. Il faut les faire sortir, mais c'est impossible, parce qu'il y a un embouteillage. L'embouteillage va être frappé, roquettes, chars en feu, tout. Ils sont coincés. Et toutes ces troupes vont se retrouver dans des zones de concentration. Et le Hezbollah a des roquettes. Ils vont frapper ces zones de concentration et tuer ces soldats. S'il vous plaît, Israël, ne vous arrêtez pas à 500 000, faites-en 1 million. Mobilisez chaque homme, mettez-les tous en uniforme et envoyez-les au Liban pour qu'ils meurent tous, parce que c'est ce qui va se passer. Le Hezbollah va leur botter les fesses. Le Hezbollah est en lutte existentielle en ce moment. Vous savez, auparavant, le Hezbollah n'était jamais vraiment dans une logique de combat jusqu'au bout, parce qu'il était aussi lié au gouvernement libanais. Le gouvernement libanais s'est révélé n'être rien d'autre qu'une façade du Mossad. Le président et le premier ministre travaillent pour le Mossad. Je le répète, le président du Liban et le premier ministre travaillent pour le Mossad. Maintenant, cela peut être directement ou indirectement. Peut-être que Tom Barak, l'ambassadeur américain en Turquie, qui est maintenant l'envoyé spécial libanais, sert de couverture pour eux. Mais au bout du compte, ils ne travaillent pas pour le peuple libanais. Parce que s'ils le faisaient, ils auraient déjà déclaré la guerre à Israël pour tous les bombardements qui ont eu lieu à Beyrouth et ailleurs. Non, ils travaillent pour le Mossad. Et donc maintenant, le Hezbollah sait ce qu'il doit faire. Ils doivent vaincre Israël et ils doivent vaincre le gouvernement du Mossad à Beyrouth. Et ils le feront, parce que c'est une lutte à mort pour des gens qui, comme nous en avons parlé, embrassent le martyre. Pas de manière suicidaire, mais sans peur. Tous les autres, tous ces petits garçons israéliens qui se préparent à aller au Liban, ils ont peur. Ce sont de petits garçons effrayés. Vous voyez, ce sont des fils à maman. C'est la nouvelle génération d'Israéliens. Ils ont grandi avec leur mère. Oh, ils sont si gentils. Ils connaissent l'informatique, ils sont très doués pour ça. Leur grande ambition dans la vie, ce n'est pas de travailler dans un kibboutz sous le soleil, en transpirant et en se forgeant des muscles. Ils veulent s'asseoir dans un bureau climatisé et lancer une start-up informatique. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Je veux créer une start-up. Une start-up. Parce que pour eux, cela veut dire ne rien faire et gagner tout l'argent. Parce que voilà ce que sont les Israéliens aujourd'hui. Ils ne travaillent pas, ils sont paresseux. Et donc, tous ces petits fils à maman vont maintenant se diriger vers le Liban. Mais quand ils enlèveront leur casque, il y aura la petite Mishva, ou peu importe comment s'appelle leur copine. Et ils vont le regarder et dire « Oh maman, et ma petite amie, oh, elle me manque ». Ils ne pensent pas à la bonne chose. Hezbollah, pendant ce temps, est là-bas. Ils font leurs besoins dans un sac, l'enterrent, urinent dans une tasse, l'enterrent, parce qu'ils sont prêts. Ils ne bougent pas. Et les voilà qui arrivent. Et Hezbollah va se rapprocher et les tuer. Hezbollah va rester là et dire « Oh non, Fatima, oublie Fatima ». Hezbollah est dans le métier de tuer des Israéliens, et les affaires vont bien en ce moment. Et les Israéliens vont arriver, ces petits fils à maman, et ils vont affronter de vrais hommes en mode combat,
parce qu'ils n'ont pas le choix. Israël et les États-Unis ont rendu cela existentiel. S'ils battent l'Iran, c'en est fini de Hezbollah. Donc Hezbollah se bat littéralement pour son existence. Et les Israéliens ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils savent simplement que lorsqu'ils entrent au Liban, ils se font broyer et ils commencent à hésiter. Et quand on hésite au combat, on est mort. Mobilisez tous les Israéliens et envoyez-les au Liban. Et alors nous n'aurons plus à nous soucier d'Israël. Le Hezbollah fait en ce moment le travail de Dieu car il est en train d'exciser le cancer. Vous savez, le Hezbollah n'a pas été vaincu. Tout le monde dit « Oh, ils sont vaincus. Ils sont simplement entrés en sommeil. Leur écran est passé en mode silencieux. Il est devenu noir. Mais l'ordinateur est toujours là, avec un disque dur, un processeur et tout le reste. Et maintenant qu'ils l'ont rallumé, l'écran s'est réactivé et l'ordinateur fonctionne à merveille. Et les Israéliens se font massacrer. Ils ne sont pas très bons. Ils ont quelques membres des forces spéciales qui sont bons. Mais les Israéliens sont vraiment doués pour piloter des avions, larguer des bombes et faire exploser des choses. Mais comme l'a montré l'Iran, il faut faire exploser des cibles qui ont de l'importance. À Beyrouth, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont plus de cibles significatives à détruire. Alors ils reviennent à la doctrine de Daya, tenir la population collectivement responsable. C'est du matériel de criminels de guerre. Bien sûr, c'est ce que font les États-Unis. Pete Hegseth ne l'a pas encore annoncé formellement de cette manière, mais nous sommes actuellement dans une phase où nous tuons des civils iraniens. Nous passons littéralement à des cibles civiles, car notre objectif est désormais de punir le peuple iranien pour ne pas s'être soulevé et avoir renversé le régime. Activité criminelle de guerre. Ainsi, les États-Unis et Israël se sont définis comme les pires nations possibles au monde aujourd'hui. Nous sommes actuellement les principaux auteurs de crimes de guerre, et le Hezbollah accomplit l'œuvre de Dieu. Je sais qu'en tant qu'Américain, je ne suis pas censé dire cela, mais puisque le Hezbollah n'est pas officiellement en guerre avec les États-Unis, je me sens à l'aise de le dire. Je veux que le Hezbollah vainque Israël. Je veux qu'il le vainque de la manière la plus complète possible, afin qu'Israël soit gravement affaibli. Et je veux que l'Iran les aide. Je veux qu'Israël disparaisse. Israël nous a entraînés dans cette guerre. Le peuple américain comprend que ce n'est pas une guerre américaine. Donald Trump nous a trahis pour Israël. Pete Hegseth nous a trahis pour Israël. Marco Rubio nous a trahis pour Israël. Tout le monde à la Maison-Blanche, tout le monde associé à l'administration Trump a sacrifié l'Amérique au profit d'Israël. Ted Cruz l'a fait, Mike Huckabee l'a fait, tous, sans exception. Et nous devons le savoir. Nous devons le savoir quand nous payons l'essence plus chère à cause d'Israël. Tout est à cause d'Israël. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Je ne dis pas que c'est à cause des Juifs. Je dis que c'est à cause d'Israël. L'entité sioniste appelée Israël, cette entité parasitaire qui s'est accrochée aux États-Unis et qui leur suce la sève vitale, ainsi qu'au reste du monde, Israël. Israël doit être effacé, et j'espère que l'Iran a la gomme pour le faire. Je sais que le Hezbollah l'a.